J'ai une annonce à faire, dit Andrew en tapotant son verre de vin avec une cuillère. La conversation autour de la table du dîner bondé de mes parents s'est tue tandis que tout le monde se tournait vers mon mari depuis 7 ans. J'ai observé son visage attentivement, remarquant le léger tremblement dans sa main, la façon dont ses yeux ont glissé vers ma sœur Jenna avant de se fixer quelque part au-dessus des têtes de chacun. Mon cœur battait régulièrement, ne trahissant rien de ce que je savais et gardais pour moi depuis des mois. Vivien et moi, nous allons divorcer, continua-t-il, la voix de plus en plus ferme. Je n'avais pas prévu de l'annoncer de cette manière, mais puisque nous sommes tous réunis. Ma mère haleta. Tante Patricia porta une main à son cœur. Les sourcils épais de mon père se sont froncés, perplexes. Il y a plus, ajouta Andrew, tendant la main sur la table pour prendre celle de Jenna. Jenna et moi sommes tombés amoureux. Nous avons essayé de lutter contre ça pendant des années, mais parfois, c'est l'amour qui vous choisit. Le silence stupéfait qui s'ensuivit ne fut rompu que par le murmure de ma mère, « Oh, mon Dieu !» Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant l'effondrement inévitable, les larmes, les cris, peut-être même le lancer du beau service en porcelaine de ma mère. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête calmement et j'ai dit, « S'il vous plaît, tout le monde, vérifiez vos emails tout de suite. » Je suis Vivian, 32 ans, actuellement employé comme spécialiste en informatique légale pour une entreprise de cybersécurité à Seattle. Mon travail consiste à reconstituer des preuves numériques, à suivre des traces électroniques et à documenter des modèles de comportement numérique. Je suis douée dans ce que je fais, méthodique, minutieuse et patiente. Ce que je voulais était simple, un mariage aimant basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Ce qui se dressait sur mon chemin, c'était mon mari Andrew et ma sœur cadette Jenna, qui avaient apparemment décidé que leur bonheur valait bien de sacrifier le mien. L'injustice n'était pas seulement leur liaison, c'était la tromperie élaborée qui l'accompagnait, les mensonges racontés non seulement à moi mais à toute notre famille, la réécriture de notre histoire commune pour justifier leur trahison, la présomption que je jouerais le rôle de la victime trompée dans leur récit soigneusement construit. Des emails, demanda Andrew, la confusion vacillant sur son visage. Quels emails ? Je les ai envoyés juste avant le dîner, répondis-je en sortant mon propre téléphone. Vous devriez tous les avoir reçus maintenant. Autour de la table, les membres de la famille tendirent la main avec hésitation pour prendre leur téléphone. Mon cousin David fut le premier à ouvrir son email, ses yeux s'écarquillant tandis qu'il parcourait le contenu. Ma mère suivit, portant la main à sa bouche alors qu'elle haletait pour la 2e fois ce soir-là. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla Jenna, son visage blêmissant tandis qu'elle attrapait son propre téléphone. Andrew semblait de plus en plus mal à l'aise, regardant alternativement moi et son email encore non ouvert. « Vivien, quoi que ce soit, ce n'est que de la documentation, dis-je d'un ton neutre, une chose pour laquelle je suis particulièrement douée. » Alors que de plus en plus de membres de la famille ouvraient leurs emails, les expressions autour de la table se transformèrent, passant de la stupéfaction face à l'annonce à quelque chose de plus sombre, la désapprobation, la colère et la déception, dirigées non pas vers moi, mais vers Andrew et Jenna. Ce qu'aucun d'eux n'avait encore réalisé, c'est que les emails qu'ils lisaient ne contenaient qu'une fraction des preuves que j'avais rassemblées. La profondeur totale de la trahison était bien pire que ce que quiconque à cette table, à l'exception peut-être d'Andrew et Jenna, pouvait imaginer. Andrew et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds caritatifs pour l'hôpital pour enfants de Seattle il y a 8 ans. Il était anesthésiste pédiatrique, dévoué et compatissant. J'étais là pour représenter mon entreprise, qui avait fait don de services de cybersécurité à l'hôpital. Notre connexion fut immédiate et intense. En 1 an, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le jardin de mes parents. Ces premières années étaient magnifiques. Nous avons acheté un bungalow de style craftsman à Queen et avons passé nos week-ends à le rénover ensemble. L'horaire de travail d'Andrew était exigeant, mais il trouvait toujours du temps pour nous, des escapades surprises le week-end, la préparation de petits déjeuners élaborés le dimanche, des petits mots laissés dans la sacoche de mon ordinateur portable. Je ne m'étais jamais sentie aussi en sécurité et aussi aimée. Jenna avait toujours été l'instable de notre famille, abandonnant l'université 2 fois, déménageant de ville en ville et changeant de carrière à une fréquence vertigineuse. Quand elle est revenue à Seattle il y a 3 ans, après une autre tentative ratée de se trouver à Denver, c'est moi qui ai suggéré qu'elle reste avec nous jusqu'à ce qu'elle trouve ses marques.
Andrew était hésitant au début. Tu es sûr? Ça pourrait changer notre dynamique, avait-il dit. C'est ma sœur, avais-je répondu. La famille aide la famille. Ce qui devait être un séjour de 2 mois s'est prolongé à 6. Jenna a rapidement trouvé un travail dans une galerie d'art locale, mais a prétendu ne pas pouvoir se permettre les loyers de Seattle. Cela ne me dérangeait pas. J'avais toujours voulu être plus proche de ma sœur, et sa présence semblait combler un vide que je n'avais pas réalisé exister dans notre foyer. Avec le recul, je vois les signes avant-coureurs que j'ai ignorés, comment Andrew a commencé à travailler plus tard, comment Jenna faisait des courses qui prenaient des heures de plus que prévu, comment ils ont développé des blagues privées dont je ne faisais pas partie, la tension occasionnelle qui remplissait une pièce quand j'entrais comme si j'avais interrompu quelque chose. Vous deux, vous avez l'air de très bien vous entendre, avait commenté ma mère lors d'un barbecue familial, en regardant Andrew aider Jenna à monter un filet de badminton. Pourquoi pas, avais-je répondu, sincèrement perplexe. Ma mère avait haussé les épaules, certains hommes ne s'entendent pas bien avec leur belle famille. Tu as de la chance. J'avais de la chance, pensais-je. Mon mari et ma sœur étaient devenus amis. Notre maison semblait plus vivante avec l'énergie de Jenna. Si Andrew semblait parfois distant, je mettais ça sur le compte du stress au travail. Si Jenna le regardait parfois avec une étrange intensité, je rejetais cela comme étant le fruit de mon imagination. Même après que Jenna a finalement emménagé dans son propre appartement, elle est restée une présence constante dans nos vies, dîner du dimanche, soirée cinéma improvisée, appel à l'aide pour des réparations ménagères qui ne pouvaient apparemment pas attendre mon retour du travail. Tu es trop confiante, m'avait dit un jour mon ami Heather après avoir vu Jenna appeler Andrew pour la 3e fois pendant notre déjeuner. Je ne laisserai pas ma sœur être aussi à l'aise avec mon mari. J'en avais ri. Jenna est juste dépendante. En plus, c'est Andrew. L'implication était claire, Andrew ne me trahirait jamais. Il était trop honnête, trop dévoué, trop bon. Si je le surprenais parfois à regarder un SMS entrant et à ranger rapidement son téléphone, je me disais de ne pas être paranoïaque. Si lui et Jenna se taisaient parfois quand j'entrais dans une pièce, je m'assurais que c'était une coïncidence. La confiance, après tout, était le fondement de notre mariage. La découverte s'est produite par accident, comme c'est souvent le cas. Il y a 6 mois, j'utilisais l'ordinateur portable d'Andrew pour commander des plats à emporter pendant qu'il était au travail. Quand j'ai ouvert le navigateur, il a automatiquement restauré sa session précédente, y compris sa messagerie électronique. Je ne cherchais rien. Je n'avais aucune suspicion qui m'aurait poussé à fouiner, mais c'était là, une série de messages entre Andrew et Jenna, explicites et sans équivoque. La nuit dernière était incroyable, avait écrit Jenna. Je n'arrête pas de penser à toi. Nous devons être plus prudents, avait répondu Andrew. Je ne veux pas blesser vive. J'ai lu tout le fil de discussion avec un étrange détachement, comme si j'examinais des preuves pour une affaire au travail plutôt que d'assister à l'effondrement de mon mariage. Les emails remontaient à plus de 2 ans, 2 ans de tromperie se déroulant juste sous mon nez. J'ai fermé l'ordinateur portable sans commander de dîner. Quand Andrew est rentré ce soir-là, j'ai cherché sur son visage des signes de l'étranger que j'avais découvert, une indication que l'homme qui a embrassé mon front et a demandé comment s'était passée ma journée était le même qui avait écrit ces messages à ma sœur. Mais il avait l'air exactement pareil. Ça va, a-t-il demandé en remarquant mon silence. Journée difficile au travail. Je suis juste fatigué, ai-je répondu, en l'observant attentivement, avec quelle facilité le mensonge lui venait, avec quel confort il se déplaçait dans notre maison, notre vie, tout en gardant ce secret. Les jours suivants, j'ai oscillé entre l'engourdissement et une douleur dévastatrice. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, me demandant comment j'avais pu ignorer les signes. Pendant la journée, je fonctionnais en pilote automatique, aller au travail, préparer le dîner, participer à des conversations qui semblaient maintenant scénarisées et vides. Je ne les ai pas confrontées immédiatement. Une partie de moi espérait qu'il y aurait une explication, quelque chose qui donnerait un sens à l'incompréhensible. Peut-être que les emails n'étaient qu'un fantasme, jamais mis à exécution. Peut-être qu'Andrew avait été manipulé d'une manière ou d'une autre. Peut-être avais-je mal interprété le contexte. Mais les habitudes professionnelles ont la vie dure.
J'ai commencé à documenter, presque inconsciemment au début. J'ai noté quand Andrew prétendait travailler tard, mais sa géolocalisation montrait un autre endroit. J'ai enregistré des rencontres fortuites entre lui et Jenna qui semblaient trop fréquentes pour être une coïncidence. J'ai recoupé les relevés de cartes de crédit avec les réservations d'hôtels et les notes de restaurants. Les preuves se sont accumulées, irréfutables et déchirantes. Non seulement ils avaient une liaison, mais ils étaient aussi extraordinairement négligents à ce sujet, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je remarque ou peut-être ne se souciaient pas si je le faisais. 2 semaines après ma découverte initiale, je me suis retrouvée assise dans ma voiture devant un hôtel chic du centre-ville, à regarder Andrew et Jenna entrer ensemble. Il riait, la main de lui posée intimement sur le bas de son dos à elle. J'ai pris des photos, les ajoutant mécaniquement à mon dossier grandissant. Ce soir-là, Andrew est rentré tard, prétendant qu'une opération d'urgence l'avait retenu à l'hôpital. J'ai hoché la tête, lui ai servi le dîner réchauffé et j'ai écouté sa fiction élaborée sur un enfant avec une appendicite perforée. « Tu as l'air épuisé », ai-je dit, en étudiant la légère trace de rouge à lèvres sur son col, la nuance de Jenna. C'était intense, a-t-il convenu, tendant la main pour prendre la mienne sur la table. Mais je suis à la maison maintenant. La tendresse du geste a failli me briser. À ce moment-là, j'ai réalisé que je vivais avec un parfait inconnu, quelqu'un capable de me regarder dans les yeux tout en construisant une réalité alternative. L'homme que j'avais épousé, la sœur avec qui j'avais grandi, aucun n'existait tel que je l'avais cru. J'ai retiré ma main doucement. Tu devrais te reposer. Cette nuit-là, alors qu'Andrew dormait à côté de moi, j'ai pris ma décision. Je ne les confronterai pas encore. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de mes larmes ou de ma rage. Je continuerai à rassembler des preuves, à construire mon dossier méthodiquement et minutieusement, et quand le moment viendrait de révéler ce que je savais, ce ne serait pas en privé où ils pourraient contrôler le récit. Ce serait public, irréfutable et entièrement selon mes conditions. Pendant les 2 mois suivants, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais Vivien, épouse dévouée et sœur aimante. J'assistais aux réunions de famille, je m'occupais de notre maison et je continuais les routines de notre mariage avec une précision robotique. La nuit, je devenais la détective de ma propre vie, documentant méticuleusement le réseau de mensonges qui m'entourait. Plus j'en découvrais, plus leur tromperie s'avérait élaborée. Ils avaient créé un calendrier numérique partagé avec des entrées codées pour coordonner leurs rendez-vous. Ils avaient une carte de crédit commune dont j'ignorais l'existence, utilisée exclusivement pour leur sortie. Ils avaient même discuté de projets d'avenir, des vacances qu'ils prendraient, une maison qu'ils espéraient acheter une fois qu'ils auraient réglé la situation de Vivien. Ma première tentative de confrontation a eu lieu après 3 mois de surveillance. Je l'ai abordée stratégiquement, en choisissant un moment où Andrew était vulnérable, fatigué après un long service, légèrement détendu par un verre de vin. Je pense que nous devrions parler de Jenna, ai-je dit nonchalamment alors que nous étions assis sur la balançoire du porche un soir. Son corps s'est tendu de manière infinitésimale. Qu'y a-t-il à son sujet? J'ai remarqué que vous deux semblez proches. Andrew Harry, le son légèrement forcé. C'est ta sœur, bien sûr que nous sommes proches. Non, je veux dire très proches, Andrew, j'ai maintenu son regard fixement. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait avouer. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, la reconnaissance, peut-être même la culpabilité. Puis son expression s'est durcie. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je n'apprécie pas, dit-il froidement. Jenna fait partie de la famille. Si tu te sens en insécurité à propos de quelque chose, c'est ton problème. Le déni rapide et la redirection, me présentant comme l'épouse jalouse et irrationnelle, étaient si fluides que cela m'a presque fait douter de mes propres preuves presque. Mon approche suivante a été plus directe. J'ai laissé des fenêtres de navigateur ouvertes avec des confirmations d'hôtels, j'ai placé ma chronologie documentée là où il pourrait la découvrir accidentellement. Chaque fois, Andrew a trouvé des moyens d'expliquer les preuves ou les a simplement ignorées. Pendant ce temps, Jenna a lancé sa propre contre-offensive. Elle a commencé à m'appeler plus souvent, suggérant des activités entre sœurs avec un enthousiasme artificiel. Elle me présentait des hommes célibataires lors d'événements de la galerie, commentant « Andrew et moi pensons que tu travailles trop.
Tu devrais sortir plus. La cruauté désinvolte d'essayer de me caser tout en couchant avec mon mari était stupéfiante. La révélation la plus douloureuse est venue de ma mère, qui a mentionné innocemment que Jenna aidait Andrew à planifier quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Elle a été si secrète à ce sujet, a dit maman, mais elle a mentionné qu'il travaillait sur la surprise depuis des mois. Notre anniversaire était encore dans 4 mois. L'idée qu'ils l'utilisaient comme couverture pour leur rendez-vous, impliquant ma propre mère dans leur fiction, a cristallisé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une campagne systématique pour manipuler tout le monde autour de nous. J'ai décidé de forcer les choses. Un après-midi, j'ai délibérément laissé des preuves de leur liaison des reçus d'hôtel, des captures d'écran de leurs messages sur le comptoir de la cuisine où Andrew les trouverait en rentrant. J'ai attendu dans le salon, prête pour la confrontation qui mettrait enfin tout à nu. Les heures ont passé. Finalement, Andrew est entré, l'expression grave. Nous devons parler, dit-il en s'asseyant en face de moi. Oui, nous le devons, ai-je convenu, ressentant un étrange soulagement que la mascarade touche à sa fin. J'ai trouvé quelque chose de troublant, a-t-il poursuivi, en posant un dossier sur la table basse entre nous. J'ai tendu la main pour le prendre, m'attendant à voir les preuves que je lui avais laissées. Au lieu de cela, j'ai trouvé des emails imprimés entre mon collègue de travail et moi, des messages innocents discutant d'un projet, édité pour paraître romantique et incriminant. Je sais pour David, a dit Andrew, la voix tendue par une douleur fabriquée. Depuis combien de temps ça dure ? Le moment était si surréaliste que j'ai failli rire. Il avait fabriqué des preuves d'une liaison pour m'accuser, moi une diversion parfaite de sa propre trahison. Il ne se passe rien avec David, ai-je dit calmement. Ces messages concernent le travail, et tu le sais. Il me semble assez intime, a-t-il répliqué. Toutes ces nuits tardives au bureau, maintenant ça a du sens. J'ai réalisé avec une clarté stupéfiante qu'il ne faisait pas que détourner l'attention, il préparait sa justification, créant un récit où mon infidélité imaginaire l'avait poussé dans les bras de Jenna. La nature calculée de tout cela m'a glacé le sang. Je pense que nous devrions prendre un peu de distance, dit-il, tendant la main pour prendre la mienne avec une fausse inquiétude. Ce n'est sain pour aucun de nous deux. À ce moment-là, j'ai compris que la confrontation directe ne fonctionnerait jamais. Andrew et Jenna avaient trop investi dans leur version de la réalité. Ils nieraient, détourneraient et déformeraient la vérité jusqu'à ce que leur fiction devienne le récit accepté. Un peu de distance pourrait être une bonne chose, ai-je convenu, voyant le soulagement inonder ses traits. Il ne s'attendait pas à ce que je cède si facilement. Je suis content que tu comprennes, dit-il en serrant ma main. Il ne s'agit pas de blâmer. Parfois, les gens s'éloignent simplement. Sa sympathie répétée était presque admirable. Je me suis demandé combien de fois il avait répété cette conversation avec Jenna, perfectionnant son expression inquiète dans le miroir de sa salle de bain. Et je vais rester chez Jenna pendant que nous réglons les choses, a-t-il poursuivi. Elle m'a offert sa chambre d'amis quand je lui ai parlé de la situation. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle assigné dans leur scénario tout en passant mentalement à une nouvelle phase de mon enquête. Si Andrew pensait que mon acquiescement signifiait une reddition, il se trompait lourdement. La semaine suivante, alors qu'Andrew déplaçait certaines de ses affaires dans l'appartement de Jenna, j'ai pris une journée de congé personnel. Pendant qu'il me croyait au bureau, j'ai rendu visite à un détective privé recommandé par un collègue. Douglas Parker était spécialisé dans les cas d'infidélité et avait témoigné dans des centaines de procédures de divorce. Je ne cherche pas à vous engager, ai-je expliqué, en étalant mes preuves sur son bureau. J'ai besoin d'une évaluation professionnelle de ce que j'ai rassemblé et de conseils sur ce dont je pourrais avoir besoin de plus. Douglas a examiné ma documentation avec une surprise impressionnée. La plupart des clients viennent me voir avec des soupçons. Vous avez apporté un dossier complet. C'est mon métier, ai-je répondu, juste que ce n'est généralement pas dans ma vie personnelle. Il a confirmé ce que je soupçonnais déjà, mes preuves étaient convaincantes, mais pourraient être expliquées de manière isolée. Il a recommandé une documentation supplémentaire, des registres financiers montrant des schémas de tromperie, des déclarations de témoins du personnel de l'hôtel et, surtout, des preuves de leur intention de tromper plutôt que juste la liaison elle-même.
L'intention est puissante dans les procédures de divorce, m'a-t-il conseillé. Si vous pouvez prouver qu'ils ont délibérément prévu de vous tromper, vous et les autres, cela renforce considérablement votre position. J'ai quitté son bureau avec un but renouvelé et une liste de ressources. Au cours du mois suivant, j'ai étendu mon enquête au-delà de la simple documentation de la liaison. J'ai découvert une tromperie financière que je n'avais pas détectée auparavant. Andrew avait détourné de l'argent de nos économies communes vers un compte privé depuis près d'1 an. Jenna avait imputé des dépenses à ma carte de crédit à plusieurs reprises lorsqu'elle l'avait empruntée pour des urgences. La découverte la plus surprenante est venue du stockage cloud d'Andrew, qui sauvegardait automatiquement ses messages textes. J'ai trouvé des conversations entre lui et Jenna parlant de moi en termes cruels et méprisants, se moquant de ma confiance, planifiant comment ils présenteraient leur relation à notre famille après l'inévitable divorce. Elle est tellement absorbée par son travail qu'elle n'a rien remarqué, avait écrit Andrew. On pourrait probablement faire l'amour sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle tape à l'ordinateur dans la pièce à côté. Elle nous remerciera probablement de prendre la décision pour elle, avait répondu Jenna. Elle n'a jamais su comment être une bonne épouse de toute façon. Lire leur cruauté désinvolte a transformé quelque chose en moi. L'engourdissement qui m'avait protégé a cédé la place à une colère froide et clarifiante. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un abus émotionnel systématique, un effort coordonné pour saper ma réalité tout en préservant leur image d'eux-mêmes. J'ai commencé à me préparer pour la phase finale. Le divorce était inévitable, mais il se produirait selon mes termes, pas les leurs. J'ai consulté Diana Wright, l'avocate en divorce la plus respectée de Seattle, qui a examiné mes preuves avec une précision clinique. C'est une documentation exceptionnelle, a-t-elle dit. La plupart des clients m'apportent des mouchoirs et des accusations. Vous avez apporté des reçus, au sens propre comme au figuré. À quoi dois-je m'attendre, ai-je demandé. Avec ce que vous avez fourni, un règlement favorable sans aucun doute. Mais Washington est un État où le divorce n'est pas fondé sur la faute. Les tribunaux ne les puniront pas pour la liaison elle-même. Je ne cherche pas une punition légale, ai-je clarifié. Je veux que la vérité soit reconnue. Je veux que leur récit soit démantelé. Diana m'a étudié pensivement. Le tribunal de l'opinion publique peut être plus punitif que n'importe quel jugement légal. Si c'est votre objectif, vous devez considérer attentivement comment et quand vous présentez ces preuves. Ces paroles ont cristallisé mon approche. Andrew et Jenna avaient orchestré une fiction publique. La réponse appropriée était la vérité publique, livrée d'une manière qu'ils ne pourraient ni contrôler ni réécrire. En sortant du bureau de Diana, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Dîner de famille chez nous ce dimanche, anniversaire de ton père. Andrew et Jenna ont tous deux confirmé. S'il te plaît, viens. Ne rends pas les choses gênantes. Le scénario parfait s'était présenté. Tous les acteurs seraient réunis, s'attendant à gérer le récit de mon mariage raté et de leur amour naissant. Ils n'avaient aucune idée que je ne suivais plus leur scénario. J'ai passé les 3 jours suivants à préparer méticuleusement ma présentation. Chaque email était adapté à son destinataire, ne contenant que les informations pertinentes pour lui. Pour mon père, des preuves de la façon dont Andrew lui avait emprunté de l'argent tout en détournant simultanément des fonds vers son compte secret. Pour ma mère, des preuves de la façon dont Jenna l'avait utilisé pour établir des alibis. Pour mes tantes et cousins, la documentation des mensonges spécifiques racontés à chacun d'eux. La touche finale était un email maître pour moi-même contenant tout, la chronologie complète, toutes les preuves et un compte-rendu détaillé de mon processus de découverte. Ce serait ma référence pendant le chaos inévitable qui suivrait ma révélation. Le dimanche matin, je me suis réveillée avec une étrange sérénité. Je me suis habillée avec soin dans une simple robe bleue qu'Andrew avait toujours aimée. Je me suis coiffée, me suis maquillée légèrement et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées, un talisman de sa force dont j'avais désespérément besoin. Alors que je me préparais à partir, mon téléphone a sonné avec un texto de Jenna, juste pour m'assurer que tu viens ce soir. Papa serait navré si tu ne venais pas. Nous sommes tous une famille après tout. L'audace désinvolte a failli briser mon calme. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que dans quelques heures, leur fiction s'effondrerait sous le poids de preuves irréfutables.
Je suis arrivée chez mes parents à l'heure, apportant un gâteau fait maison et un cadeau soigneusement emballé pour mon père. Les bruits familiers de la réunion de famille m'ont enveloppée en entrant, des rires depuis le salon, le cliquetis des assiettes dans la cuisine, le faible bourdonnement des commentaires sportifs de la télévision. Andrew et Jenna étaient déjà là, assis l'un à côté de l'autre sur le canapé. Ils avaient maintenu une prétention d'amitié désinvolte dans les contextes familiaux, mais maintenant, avec la vérité de leur relation sur le point d'être révélée, ils étaient assis un peu plus près qu'avant, testant les os de leur relation publique. Vivien, m'a salué ma mère avec une étreinte serrée. Je suis si contente que tu sois venue. Cela signifie beaucoup pour ton père. Je lui ai rendu son étreinte, respirant son parfum familier, me demandant comment elle me regarderait après avoir lu mon email, si elle reconnaîtrait la force qu'il m'avait fallu pour endurer ces mois de tromperie. Le dîner s'est déroulé avec une normalité insupportable. Nous avons mangé le bœuf bourguignon de ma mère et discuté de sujets sur le temps, le nouveau bébé de mon cousin, les projets de retraite de mon père. J'ai participé mécaniquement, observant Andrew et Jenna échanger des regards à travers la table, anticipant clairement le moment qu'ils avaient planifié. Quand le dessert a été servi, Andrew s'est éclairci la gorge et a tapoté son verre. J'ai ressenti un frisson de déjà-vu, reconnaissant le geste d'innombrables réunions de famille où il avait fait des annonces, des promotions, nos fiançailles, l'achat de notre maison, des moments qui m'avaient autrefois rempli de fierté, maintenant révélés comme des étapes dans une relation bâtie sur du sable mouvant. Ce que je n'avais pas prévu, c'était une complication de dernière minute. Juste au moment où Andrew commençait à parler, mon téléphone a vibré avec une alerte de mon système de programmation de mai, échec de la livraison. Erreur de serveur. Une vérification rapide a confirmé ma pire crainte, les emails soigneusement programmés n'avaient pas été envoyés. Pendant qu'Andrew se lançait dans son discours préparé sur les décisions difficiles et l'amour inattendu, j'essayais frénétiquement de renvoyer les emails. La réponse du serveur était claire, panne temporaire, temps de récupération estimé inconnu. J'ai ressenti un moment de pure panique. Tout mon plan reposait sur l'arrivée simultanée de ces emails avec l'annonce d'Andrew. Sans eux, je serais effectivement présentée comme l'épouse trompée et pathétique qu'il s'attendait à ce que je sois. Andrew arrivait au point culminant de son discours, sa main tenant maintenant ouvertement celle de Jenna. Ma famille regardait avec des expressions allant de la stupéfaction à l'inconfort et à la pitié, exactement la réaction qu'ils avaient anticipée. J'avais quelques secondes pour décider, partir en apparente défaite, ou les confronter sans mes preuves. Aucune de ces options n'était acceptable. Quand Andrew a prononcé les mots « Jenna et moi sommes tombés amoureux », j'ai réalisé qu'il y avait une troisième option. J'avais apporté mon ordinateur portable en secours. Toutes les preuves s'y trouvaient, organisées et prêtes. Avec une détermination calme, je l'ai ouvert sous la table et j'ai navigué jusqu'à mon programme de messagerie. Quand Andrew a fini de parler et que tous les regards se sont tournés vers moi avec attente, j'ai appuyé sur « Envoyer » sur un seul email adressé à toutes les personnes présentes, avec toutes les pièces jointes incluses. « S'il vous plaît, tout le monde », ai-je dit dans le silence abasourdi, « vérifiez vos emails tout de suite. » La chorégraphie des moments suivants fut presque belle dans sa précision. Les téléphones ont sonné successivement autour de la table à mesure que mon email arrivait. Des regards confus ont été échangés avant que, un par un, les membres de la famille n'ouvrent le message. J'ai préparé un peu de contexte supplémentaire pour l'annonce d'Andrew, ai-je expliqué calmement, en regardant le sourire confiant d'Andrew vaciller. Juste un peu de documentation que je pensais que tout le monde devrait avoir. Mon père fut le premier à réagir, son visage s'assombrissant tandis qu'il faisait défiler son téléphone. Mon cousin David a murmuré « Putain ». Ma mère a posé son téléphone avec des mains tremblantes, regardant alternativement Jenna et moi avec une horreur croissante. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Andrew, tendant la main pour prendre son propre téléphone. « C'est la vérité », ai-je répondu simplement. Tout ce que j'ai découvert au cours des 6 derniers mois, organisé pour plus de clarté, reçu d'hôtel, messages textes, registres financiers, l'histoire complète de ta relation avec ma sœur. Jenna s'est jetée sur son téléphone, son visage perdant toute couleur en ouvrant l'email. Ce sont des conversations privées. Tu n'avais pas le droit, ce sont des conversations à mon sujet, ai-je corrigé, sur la façon de me tromper, sur à quel point je suis pathétique et inconsciente.
J'ai particulièrement apprécié l'échange où vous avez discuté de me le dire avant ou après Noël et décidé que gâcher mes vacances serait cruel. Andrew faisait défiler frénétiquement les preuves, son récit planifié d'amant maudit se désintégrant à chaque glissement de doigt. C'est une violation de la vie privée, a-t-il lâché. Tu ne peux pas simplement, en fait, si, je peux, ai-je interrompu. Washington est un État où l'enregistrement d'une conversation ne nécessite le consentement que d'une seule des parties. Nos comptes communs étaient, eh bien, communs. Et la plupart de ces informations ont été recueillies à partir d'appareils et de comptes que vous avez laissés ouverts, souvent dans notre maison. La pièce était tombée dans un silence stupéfait, rompu seulement par un hoquet occasionnel lorsque quelqu'un tombait sur une preuve particulièrement accablante. Vous aviez prévu d'annoncer cela ce soir, ai-je continué, la voix ferme. Vous avez chorégraphié ce moment pour contrôler le récit, les amants réticents, la décision difficile, la rupture nette. Vous ne vous attendiez tout simplement pas à ce que j'ai mon propre récit. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Jenna, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? C'était en train de se produire, le changement de perception pour lequel j'avais travaillé pendant des mois, la réécriture de leur fiction soigneusement construite. Andrew a tenté de limiter les dégâts, son autorité de médecin refaisant surface alors qu'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. C'est clairement la façon dont Vivien gère une transition difficile, a-t-il dit, adoptant un ton clinique. Elle a créé cette histoire élaborée, tais-toi, Andrew, l'a interrompu mon père, la voix glaciale. Ma fille ne fabrique pas de preuves. C'est littéralement son métier. Jenna a fondu en larmes, sa stratégie habituelle lorsqu'elle était confrontée. Je n'ai jamais voulu blesser personne, a-t-elle sangloté. C'est juste arrivé. On ne contrôle pas de qui on tombe amoureux. D'après vos textos, a interrompu mon cousin David en levant son téléphone, vous planifiez ça depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas juste arrivé. Le cœur de condamnation a grandi à mesure que de plus en plus de membres de la famille traitaient ce qu'ils lisaient. Tante Patricia consolait ma mère, qui ne pouvait s'empêcher de regarder Jenna comme si elle voyait une étrangère. Oncle James posait des questions pointues à Andrew sur les divergences financières mentionnées dans les emails. Je suis restée silencieuse, observant les conséquences naturelles se dérouler. Après des mois de documentation, d'analyse et de préparation, il n'y avait plus rien que j'avais besoin de dire. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, claires et irréfutables. J'ai ramassé mon sac et je me suis levée. Je devrais y aller, ai-je dit doucement. Papa, je suis désolée pour ton dîner d'anniversaire. Mon père s'est levé immédiatement. Je te raccompagne. Dehors, il m'a serré fort dans ses bras. Je n'avais aucune idée de ce que tu traversais, a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais besoin de le comprendre moi-même d'abord, ai-je expliqué, et j'avais besoin que tout le monde le comprenne aussi, pas seulement qu'on me croie sur parole. Alors que je m'éloignais en voiture, mon téléphone s'est allumé avec des messages de membres de la famille, des expressions de soutien, de choc et de solidarité. Je l'ai éteint, accueillant le silence. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Les tentatives d'Andrew et Jenna de contrôler le récit s'étaient complètement effondrées, non pas par une confrontation dramatique, mais par la présentation méthodique de la vérité. 3 mois plus tard, en signant les derniers papiers du divorce, mon avocate m'a demandé si je me sentais satisfaite du résultat. Je ne ressens pas de satisfaction, ai-je répondu honnêtement, seulement de la clarté. J'avais bâti une carrière en découvrant des preuves numériques du comportement humain. Je n'aurais jamais imaginé que mon plus grand cas serait de documenter l'effondrement de mon propre mariage. Mais les professionnels utilisent les outils qu'ils ont, et à la fin, la documentation méthodique avait accompli ce que la confrontation émotionnelle n'aurait jamais pu faire. J'avais remplacé la tromperie par la vérité. Ce soir-là, j'ai emballé le reste de mes affaires et j'ai emménagé dans mon nouvel appartement avec vue sur le Puget Sound. Alors que le soleil se couchait sur l'eau, j'ai supprimé les fichiers d'enquête de mon ordinateur, l'étape finale d'un processus qui avait consumé près d'1 an de ma vie. Demain serait la première page d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit entièrement de ma propre main.